Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à suivre Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Mais avant, les titres. Le litige qui oppose les journalistes licenciés du groupe de presse Chéri FM TATV est loin de trouver son épilogue. Il est désormais sur la table de l'inspectrice générale du travail. Les Échos, c'est dans cette édition. Et puis, en fin du journal, vous aurez la rubrique L'invité du journal. Alpha Marbari reçoit pour vous Dr Binko Momadi Touré, président de la commission sélection et orientation des bacheliers, session 2012. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre du Tourisme, accompagné d'une forte délégation de son département, a effectué une visite de terrain sur certains chantiers relevant de son département. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement du niveau d'exécution de ces chantiers qui abriteront certains complexes hôteliers de la capitale. Ce n'est pas du ministre, notre reporter Alpha Marbari, mais nous y reviendrons. Après 6 ans de suspension pour mal gouvernance, le projet e-santé a été relancé ce mardi par le gouvernement et ses partenaires indiens. E-santé est un projet qui vise à rendre performant le système sanitaire guinéen. La relance de ce projet doit permettre aux médecins du pays de bénéficier de plusieurs formations en République fédérale de l'Inde. Compte rendu, Fanta Kanté. Ce projet a été initié par l'Union africaine en collaboration avec la République fédérale de l'Inde et couvre plusieurs pays africains. Il porte sur 3 volets, à savoir e-gouvernement, e-santé et e-communication. Lancé en 2006, ce projet est tombé en souffrance à cause de la gouvernance des autorités d'alors, mais vu son importance, le gouvernement actuel a décidé de le relancer. Le ministre des Télécommunications et celui de la Santé entendent conjuguer les efforts pour faire de la télémédecine une réalité en Guinée. D'où cette visite au CHU de Donka pour constater de visu les installations de la télémédecine. Une visite qui leur a également permis d'assister à une démonstration télé-vidéo avec les partenaires indiens sur la performance des équipements fournis à la Guinée. La télésanté, comme vous l'avez constaté tout de suite, c'est un traitement à distance. Donc le médecin peut rester à l'Inde, apporter son appui, son expertise sur un malade qui est couché ici. Donc nos médecins ne peuvent pas traiter des maladies qu'on ne connaît pas, par exemple. Donc c'est l'avantage. Et ça n'a pas de coût, moindre frais. Et très bientôt, ça va être fonctionnel. Donc il faut que toute la population guinéenne sache que désormais, le gouvernement actuel a activé ce projet et qui marche très bien, et que tout le monde vienne à Donka voir comment ça se passe. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné de son ministre délégué, a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la mise en œuvre de ce projet, qui pour lui va développer davantage le secteur de la santé. En tant que professionnel de la santé, nous disons que c'est vraiment un beau cadeau, parce que ça va participer au diagnostic. Ensuite, ça va nous permettre la formation, parce que c'est un outil qui va permettre aux médecins de consulter d'autres médecins qui sont plus avancés. Ici, on a d'éminents professeurs, et bien ça va permettre de former, d'appuyer les médecins de l'intérieur. Autrement dit, ça va réduire les mouvements de malades, parce que les malades ont besoin de repos. Selon Dr Edouard Nyakwe Lama, tous les médecins guinéens vont bénéficier des avantages de ce projet qui va s'étendre jusqu'en 2014. Les négociations sont en cours entre Conakry et New Delhi pour permettre aux médecins guinéens d'aller se former en Inde. La paix par le service, c'est le thème d'une rencontre débattue ce mardi dans un réceptif hôtelier de la place organisé par Rotary Club Doyen de Conakry. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Compte rendu, Kao Bachir. C'est une rencontre qui a réuni membres de Rotary Club Doyen de Conakry, ceux de quelques pays de la sous-région, des représentants des institutions internationales. L'échange a porté sur la préservation de la paix et la réconciliation nationale en Guinée. Durant 2 heures, les conférenciers tirant des leçons dans les pays où des commissions de réconciliation mises en place ont réussi, ont largement expliqué la nécessité de préserver la paix dans notre pays. En choisissant comme thème la paix pour le service, le Rotary Club Doyen de Conakry espère participer au renforcement et à la préservation de la paix et l'état de droit en Guinée. Nous sommes réunis ici pour parler de la paix et du mécanisme de résolution des conflits. Les Rotariens que nous sommes sont animés par la volonté de servir leur prochain en ayant à l'esprit
la devise du Rotary International, servir d'abord. Et comme la réconciliation donne souvent place à la parole, le dialogue entre les acteurs sociaux s'avère indispensable. La République de Guinée a ses atouts pour réussir ce pari. On peut donner l'exemple de la Guinée elle-même. Il y a un certain nombre de mécanismes en fait internes qui permettent d'éviter que les conflits ne dégénèrent. On peut donner l'exemple du Sanankouya, par exemple. Présent à la cérémonie, Bouaka Louis-Marie, représentant du Haut-Commissariat des droits de l'homme, mesure à sa juste valeur la thématique débattue. Nous voulons justement partager avec eux la grande philosophie que la Guinée compte traduire en réalité. Parce que vous savez que depuis 1 an déjà, il y a une commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale qui existe et que nous accompagnons cette commission. Alors il était important de venir partager le concept de justice transitionnelle lié à la réconciliation nationale avec les membres de Rotary Club. L'échange a pris fin par la remise à l'équipe nationale du tennis guinéen des équipements par Rotary Club Doyen de Conakry. Un nouveau bureau provisoire du conseil régional de la société civile de la ville de Conakry vient d'être mis en place. Ce bureau composé de 17 membres aura la charge de défendre les intérêts des citoyens. La cérémonie a eu lieu ce mardi à Donka dans la commune de Dixine. Reportage Aboubakar Arafan Kamara. Plusieurs membres des différents réseaux des 5 communes se sont retrouvés ce mardi. Objectif, procéder à la mise en place d'un nouveau bureau provisoire du conseil régional de la société civile de la ville de Conakry. Prenant la parole, le superviseur de la cérémonie a tout d'abord encouragé les membres des réseaux présents, puis leur a demandé de privilégier l'union, car selon lui, le combat ne fait que commencer pour ces nouveaux membres de cette société. Nous vous encourageons, nous vous soutenons et nous sommes ensemble. Et le combat ne fait que commencer. Un combattant ne démissionne pas. Et la vie, c'est un combat perpétuel. Et nous allons perpétuellement nous battre pour que les hommes changent, pour que notre pays même change. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de changement. Il faut bien avoir l'esprit de changement, mais il faut aller au feu. Et c'est au feu qu'on connaît le vrai combattant. Donc moi, il n'y a pas de recul possible. À partir du moment où j'ai l'instruction du bureau national, je n'ai pas de demi-mesure. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des hommes qui ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je vous encourage à vous donner la main, à être solidaire. C'est à la suite d'un consensus entre 2 candidats pour le poste de président que le choix a été finalement porté sur Djibril Bari. Il aura désormais la lourde charge de diriger ce nouveau bureau provisoire. Selon le représentant du Bureau national des organisations de la société civile de Guinée, la société civile est une structure qui a pour cheval de bataille de défendre les intérêts des citoyens. À cette occasion, il a félicité et rendu hommage à Ismaël Diallo qui a volontairement accepté de renoncer au poste du nouveau président. Ceux qui n'ont pas cette vocation, ils sont en politique, ils sont à autre chose. Le bureau national, nuit et jour, est à votre entière disposition. Ce bureau est validé. Ce bureau est l'incarnation du Conseil national, de tous les démembrements du Conseil régional de la Guinée. La délégation que nous sommes, au nom du bureau national et au nom du président par intérim, Dr Ibrahima Sissoko, nous vous félicitons, nous vous remercions et nous vous demandons la cohésion, la solidarité. Ce nouveau bureau qui a pour président Djibril Bari est composé de 17 membres dont une dame. Comme annoncé, le ministre du Tourisme, accompagné d'une forte délégation de son département, a effectué une visite de terrain sur certains chantiers relevant de son département. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement du niveau d'exécution de ces chantiers qui abriteront certains complexes hôteliers de la capitale. Sur les pas du ministre, notre reporter Alpha Marbari. Cette tournée du ministre du Tourisme avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement de certains chantiers qui doivent abriter des complexes hôteliers de la ville de Conakry. Première étape de cette tournée, le complexe hôtelier Sheraton, situé à Kipé. Un complexe hôtelier R+12 financé par l'État guinéen à hauteur de 60 millions de dollars et dont les travaux sont exécutés par une entreprise turque pour un délai de 2 ans. Après Kipé, direction l'hôtel Onomo, à côté des postes et télécommunications de Kipé. Ici, il est prévu un hôtel
de 4 étoiles, mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Sur le plateau Koloma, le ministre du Tourisme a exhorté les travailleurs à se mettre au travail. Après Kipé, le ministre s'est rendu successivement au centre artisanal Bambou Roten de Guinée, à Kenyam, puis à l'hôtel Kamaen. Là, le ministre s'est réjoui du niveau d'exécution des travaux qui sont à 70%. Et la société espagnole a promis de remettre l'infrastructure au mois de mars 2013. Après Kamaen, cap sur Kaloum, première escale, l'hôtel Chêne, dont les travaux ont également commencé. Après l'hôtel Sacha II à Sandervalia et enfin l'hôtel Kaloum. Mais qu'est-ce qui a motivé cette tournée? L'objectif premier de la tournée consiste à constater nous-mêmes le démarrage des travaux et le niveau d'exécution de ces travaux. Rester derrière le bureau, ce que nous avons constaté ensemble aujourd'hui, il serait très difficile, sauf sur papier. Il n'y a pas meilleur constat que de venir soi-même, d'interroger les promoteurs, de se rendre compte si les travaux sont exécutés en fonction du plan d'exécution, s'ils sont en retard ou en avance des travaux. Au dire du ministre du Tourisme, son département ne ménagera aucun effort dans le suivi et l'exécution des travaux. Je peux encore remercier mes collaborateurs directs, les techniciens de mon département, les exhorter à plus d'ardeur et d'assiduité sur les chantiers pour que nous puissions constater les défauts s'il y en a dès le départ, les retards pour les rattraper et que les délais prévus dans la convention pour l'inauguration de ces établissements-là soient respectés. Une belle initiative de Luceni Camara, car qui dit tourisme parle d'infrastructures hôtelières. La crise au sein du groupe de presse Allo Média, on en parle dans cette édition d'information. Le contentieux qui oppose la direction de ce groupe de médias à ces 26 travailleurs récemment licenciés se trouve désormais sur la table de l'inspection générale du travail. Les deux parties ont été entendues ce mardi et cette institution pourrait rendre sa décision le vendredi prochain. Reportage Fali Kilavoyi. Un nouvel épisode s'annonce dans la crise qui perdure au sein du groupe de presse Allo Média de Chantal Coll. Après le CNC et la CNTG, c'est au tour de l'inspection générale du travail d'examiner le fond du contentieux qui oppose la direction de ce groupe de presse aux 26 journalistes licenciés. Les deux parties se sont expliquées ce mardi au cours d'une rencontre à huis clos avec les responsables de l'inspection générale du travail. Au sortir, les journalistes licenciés se montrent optimistes quant au verdict qui pourrait tomber dans ce contentieux. Ils ont demandé des pièces à conviction des deux côtés. Nous avons déposé, et pour nous, la direction a déposé pour elle. Ils nous ont laissé d'attendre à ce qu'ils étudient les dossiers. Et à partir du vendredi, ils vont essayer, je dis bien essayer de trancher l'affaire. Nous, ce qu'on a déposé, nous avons des bulletins de paye qui nous lient avec l'entreprise. Je crois que ça seulement peut suffire, peut en témoigner que nous avons des liens avec l'entreprise en question. Dans la mesure où eux-mêmes, ils n'ont pas nié, ils disent qu'on a collaboré ensemble pendant un bon moment. Si on savait qu'on avait tort, sincèrement, on n'allait pas engager toute cette bataille. Nous sommes très optimistes. Interrogée, la direction du groupe Allo Média n'a pas daigné se prêter à nos questions. L'inspectrice générale qui a initié cette concertation entre les deux parties demande un débat de fond sur la base des pièces à conviction. Bon, nous avons commencé à traiter le dossier. Pour le moment, nous avons organisé un cadre de concertation. Nous avons écouté toutes les deux parties et nous réservons la suite au vendredi à 9h. Nous demandons toujours les preuves. En attendant de rendre sa décision dans ce différend, l'inspection générale du travail s'est dit favorable à la mise en place d'une convention collective pour les journalistes guinéens. Elle entend organiser les jours à venir une visite de terrain au sein des rédactions pour s'enquérir des conditions de travail et de traitement des journalistes. Nous pouvons aller voir les réalités du terrain à travers les inspecteurs, les visites de contrôle. Notre objectif à nous tous, c'est la mise en place d'une convention collective qui pourrait tasser beaucoup de problèmes au niveau de ce domaine d'activité. Cette convention collective pourrait, dit-on, permettre aux journalistes guinéens d'exercer dignement leur métier et de s'épanouir.
Une femme institutrice à l'école élémentaire de Fassia 2 dans la commune urbaine de Koya vient de s'échapper à ses ravisseurs à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Domiciliée à Tombolon dans Dubrika, elle a été enlevée par des inconnus à Kagbelé alors qu'elle se rendait à son service. Les explications de Ousmane Kumbasa. C'est le jeudi 29 novembre dernier et tôt le matin que cette femme enseignante est sortie de la maison pour se rendre à son lieu de travail à l'école élémentaire de Fassia 2, c'est à Koya, c'est à Kagbelé, où elle s'est embarquée dans une voiture personnelle à bord de laquelle il y avait 2 femmes, un homme plus le chauffeur 4. Arrivée à destination, la femme demanda au chauffeur de garer. Impossible, celui-ci refuse. La femme enseignante crie, on pompe les vitres fumées et on lui fait aspirer un produit. Après cette opération, cette femme, proie de ce groupe de kidnappeurs, s'endort et ne s'est réveillée que lorsque la voiture a garé en pleine brousse. À bord, il y avait maintenant une femme qui veillait sur elle. Consciente du sort qui l'attendait, demanda à aller aux toilettes pour pouvoir s'échapper. La femme enseignante réussit et arriva dans un village inconnu où elle fut reçue et sauvée. Et lorsqu'elle a demandé où elle se trouvait, on lui dira qu'elle est dans un village situé à 17 km de Madinaoula, à la frontière guinéo-sierra-léonaise. C'est de ce village, elle a joint au téléphone son mari, qui est allé la chercher en compagnie de 2 militaires. À l'endroit indiqué, elle est revenue saine et sauve apparemment, mais ses ravisseurs lui avaient déjà rasé complètement la tête, enlevé ses boucles d'oreilles, ses bracelets et bagues. Pour son mari, Sarifou Diallo, chauffeur à l'hôpital de référence chino-guinéen de Kipé, peu importe. L'essentiel, elle est revenue et en vie. À rappeler que cette rescapée d'un kidnapping s'appelle Aïssatou Baldé, âgée d'une 30aine d'années et mère de 7 enfants vivants. Un mot de culture dans cette édition. Élue à Abidjan, Miss CEDEAO 2012, Mariam Diallo a regagné Conakry cet après-midi. La plus belle et plus cultivée de la sous-région a été accueillie par quelques membres du gouvernement à l'aéroport international Conakry-Bessia. Sekou Kabiru Diallo. C'est dans une ambiance festive que la nouvelle Miss CEDEAO 2012, Mariam Diallo, a été accueillie à l'aéroport international Conakry-Bessia. Âgée de 22 ans, Mariam Diallo, titulaire d'un diplôme en ingénierie et télécommunications, a été élue samedi dernier Miss CEDEAO 2012 à Abidjan en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion, Mariam Diallo n'a pas tardé à exprimer ses sentiments. C'est un sentiment de joie qui m'anime, surtout en vous voyant aussi nombreux. Je remercie tout le peuple guinéen d'avoir cru en moi. Je remercie également la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire qui s'est massivement mobilisée pour venir me soutenir. Je me sentais vraiment comme chez moi. Dans un premier temps, on a défilé en tenue traditionnelle et moi j'ai défilé selon les traditions de la Guinée forestière. J'ai dansé la chanson Tignalé et après il y a eu le passage en tenue de vérité en maillot de bain. Après cela, il y a eu le Titanic où on a choisi 6 filles pour continuer l'aventure. Et ensuite, on nous a dit de parler un peu sur l'excision en tenue de soirée. Donc, c'est après ça qu'il y a eu délibération et j'ai été l'heureuse élue. Joanna Bari, présidente du comité Miss Guinée, estime que la confiance portée à Mariam a été honorée. Et si cette fille, je l'ai choisie pour participer à ce concours, c'est parce que j'avais énormément confiance en elle. J'ai toujours eu confiance en elle et je l'ai toujours prouvé. Voilà, et elle est partie avec persévérance, avec courage. Elle m'avait promis ce titre et elle a fini par l'obtenir. Présent à l'aéroport Conakry-Bessia, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune s'est réjoui de l'élection de la Guinéenne Mariam Diallo comme Miss CEDEAO 2012. Depuis un certain temps, la Guinée avait tendance de disparaître dans la sous-région et sur le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir petit à petit la Guinée revenir pour occuper la place qu'elle occupait avant. Aujourd'hui, notre mission, c'est de se battre pour que la jeunesse guinéenne occupe la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, Mariam n'est plus Miss Guinée, elle est Miss CEDEAO. Désormais, c'est l'image de la CEDEAO. Donc nous ferons tout pour que la Guinée puisse maintenir l'image de la CEDEAO. Donc elle sera encadrée. Si elle avait des attitudes qui n'étaient pas correctes, elle est obligée désormais de changer, elle est obligée de rester dans une conduite qui fera la fierté de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. A rappeler que Mariam Diallo a été élue le 10 novembre dernier, deuxième dauphine Miss Nayad 2012 à Cotonou au Bénin.
À présent, la rubrique L'invité du journal, Alpha Marbari reçoit Dr Binko Mamadi Touré, président de la commission sélection et orientation des bacheliers session 2012. C'est à vous, messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Alors spécialement aujourd'hui, on va parler éducation, notamment la sélection et l'orientation des bacheliers session 2012. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau Dr Binko Mamadi Touré. Monsieur Binko Mamadi Touré est le président de la commission de sélection et d'orientation des bacheliers session 2012. Bonsoir docteur. Bonsoir, M. Barry. Et merci d'être sur ce plateau. À moi de vous remercier. Alors, la toute première question que je vais vous poser, docteur, parlez-nous un peu du déroulement de la sélection d'orientation. Merci, M. Barry. La sélection orientation des bacheliers de la session 2012 a commencé la semaine qui a suivi la proclamation des résultats du baccalauréat. Et concrètement, le remplissage des fiches dans les centres de sélection au nombre de 10 sur toute l'étendue du territoire a commencé le 4 octobre pour prendre fin le 7 octobre, inclusivement. Cette sélection orientation a concerné tous les bacheliers non encore inscrits dans nos institutions d'enseignement supérieur des sessions 2010-2011 et les 27 000 2012. Globalement, ils se sont tous présentés. Il y a eu 27 081 candidats. Et si je dois ramasser le profil arabe expérimental, 32 candidats, arabe social, 721, sciences expérimentales, 3194, sciences mathématiques, 6551, sciences sociales, 16 983. Le total fait 27 081 candidats. Alors, docteur, on sait que tout n'a pas été rose. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette sélection? Tout n'a pas été rose. C'est comme si vous étiez avec nous d'un bout à l'autre. Nous avons eu assez de difficultés pour caser ces jeunes parce que 2 tiers de l'effectif total proviennent du profil sciences sociales. Et nos universités n'ont pas assez de capacité pour prendre tous ces bacheliers. Donc, il y a eu assez de gymnastique pour pouvoir caser chacun au moins à un de ses choix. Et ce qui est lamentable dedans, c'est que les enfants sont en train de fuir les carrières scientifiques et techniques. Et ça, il faut que chacun de nous fasse un effort pour aider les ministères en charge de l'éducation pour renverser cette tendance. Docteur, qu'est-ce qui justifie un peu cette fuite des bacheliers? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la famille et ceux qui échouent aussi le plus souvent dans les séries mathématiques et expérimentales. L'année suivante, ils changent pour aller en série sciences sociales. Donc si on faisait un peu d'effort à ce niveau et encourager les enfants, peut-être par des cours de révision, en tout cas, il faut quelque chose. Il faut un apport de la part d'abord des éducateurs pour amener ces jeunes vers ces filières. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans ce cadre-là? Tout à fait. Les parents pèsent plus de 50%. Parce que le plus souvent, les enfants font les études de leurs parents, ce qui est regrettable. Moi, je n'ai pas pu faire telle carrière, il faut que mon enfant fasse ça, et ça dérange un peu. Ce qui veut dire que l'enfant n'est pas prédisposé, mais il fait les études de ses parents. Ce qui veut dire que les parents influencent un peu les étudiants dans leur choix. Beaucoup même, pas un peu, beaucoup. Dernière question, docteur. Quelles sont les statistiques qu'on peut tirer de cette sélection d'orientation? Globalement, sur les 27 081, il y a 26 668 qui se sont présentés. Ils ont été tous sélectionnés et nous avons procédé à la publication des résultats. Un communiqué de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sanctionné nos travaux, qui a invité tous les admis ou tous les sélectionnés ou les orientés à la date du 1er décembre pour le démarrage des cours à 8 heures, ce qui a été effectif par endroit. Merci docteur pour avoir accepté de répondre à mes questions. À moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette rubrique L'invité du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à notre compagnie. Merci, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Passez une excellente soirée et bonsoir à nos téléspectateurs de la Sigma Dina, de Antafassa et du kilomètre 36. Au revoir.